Quand j'étais au bac à l'Université de Montréal, j'ai vu une présentation d'Alain Tapp sur l'intelligence artificielle et sur les travaux, sur ce qui se passait en fait au MILA à l'époque. Et j'avais comme été surpris de pouvoir un peu comprendre ce qu'il expliquait. J'avais comme juste assez d'outils mathématiques pour comprendre. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc c'est là que je me suis mis à m'intéresser à ce sujet-là, puis finalement appliquer pour faire un doctorat à l'Université de Montréal en informatique. Quand un ordinateur exécute une tâche comme additionner des nombres ou permettre la communication à distance avec des amis, l'ordinateur exécute une séquence d'instructions qu'on appelle un algorithme. On peut comprendre un algorithme comme étant une genre de recette que l'ordinateur peut exécuter. On peut imaginer un algorithme qui pourrait par exemple détecter des chats dans les images. Pourquoi pas? Quand on voit un chat comme celui-ci, vous voyez peut-être ses yeux, son nez, son poil, mais en fait c'est vraiment différent de ce qu'un algorithme voit vraiment. Ce qui ressemble en fait plus à une immense table de nombres qui représente la valeur des différents pixels dans l'image. Et en voyant ça, on comprend que c'est très difficile d'écrire un algorithme qui peut comprendre si cette table représente un chat ou pas. C'est vraiment là en fait que l'intelligence artificielle intervient. Dans le fond, en apprentissage automatique, ce qu'on fait, c'est on permet à l'algorithme d'apprendre par lui-même à partir d'exemples. Dans notre cas, l'algo va apprendre ce qu'est un chat basé sur plusieurs exemples de celui-ci. Ce type d'approche est vraiment utile dans toutes sortes d'applications, par exemple pour les agents conversationnels tels que ChatGPT. Cela dit, le fait même que ces algorithmes aient appris à exécuter certaines tâches signifie aussi qu'on ne comprend pas complètement comment ces systèmes exécutent ces tâches à l'interne. Et donc ça, évidemment, ça soulève certaines préoccupations en termes de sécurité, notamment pour des applications comme la conduite autonome. Donc, ce que moi j'ai fait dans ma thèse, c'est de développer des outils mathématiques pour nous aider à mieux comprendre les algorithmes d'apprentissage, mais aussi pour en concevoir de nouveaux. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un chapitre spécifique de ma thèse qui porte sur ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé centré sur les objets. Le but de l'apprentissage non supervisé centré sur les objets, c'est d'apprendre à décomposer une image en objets qui la composent. Si c'était supervisé, on pourrait montrer à l'algorithme des exemples de bonne décomposition. Mais dans le cas non supervisé, on fait juste montrer les images dans leur forme originale. Donc le défi, c'est que l'algorithme découvre par lui-même la bonne décomposition. Ce qui est étrange, c'est qu'on connaît déjà plusieurs algorithmes qui sont capables de faire ces décompositions correctement, mais il se trouve en fait qu'on ne comprend pas complètement pourquoi ils sont capables de le faire. Et donc ce que moi et mes co-auteurs on a fait, c'est de développer un argument mathématique rigoureux qui permet d'expliquer pourquoi ces algorithmes sont capables de faire cette décomposition. On a aussi montré que c'était important d'avoir la bonne décomposition pour permettre au système de générer de nouvelles images à partir d'anciennes. Par exemple, ici, on a deux images avec leur décomposition respective et on voit qu'en combinant des objets de différentes images, on arrive à créer une nouvelle image qui reste toujours raisonnable. On peut essayer de faire la même chose avec la mauvaise décomposition, mais ce qu'on voit, c'est que ça résulte en une image qui n'est pas tout à fait raisonnable. Et ça, en fait, ça montre à quel point avoir la bonne décomposition est clé pour permettre au système d'être créatif, de pouvoir générer de nouvelles images. Même si notre analyse se limite à des images plutôt simples, ça donne quand même un indice sur pourquoi et comment des systèmes plus complexes sont capables de faire preuve d'une certaine créativité. Mon espoir pour la suite, c'est d'étendre ce genre d'analyse à des systèmes de plus en plus complexes pour nous aider à comprendre la créativité chez la machine, mais aussi chez l'humain. En ce moment, c'est un peu comme l'alchimie, le deep learning. Comme c'est plein de trucs, on commence à mieux comprendre pourquoi ça fonctionne, mais c'est encore très mystérieux en fait. Tout ça. On est capable de faire des choses, mais on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne aussi bien. Puis, dans le fond, moi, ce que je veux faire, c'est d'essayer d'élucider certains mystères pour nous aider à développer des nouveaux algorithmes qui soient plus performants, puis aussi peut-être plus sécuritaires. Fait que l'objectif, c'est d'améliorer notre compréhension pour que ça devienne un peu plus systématique, l'application de ces méthodes-là.